Troisième manche pour l'OM en Ligue des Champions avec ce déplacement au Sporting. Ça va être un beau duel qui je pense sera serré, très intéressant à suivre. On sait que c'est une formation, le Sporting, qui a toujours l'habitude de bien jouer au football, qui aime avoir la possession. On va analyser cette équipe dans cette vidéo. Je vais vous donner comme d'habitude la compo que j'aimerais voir côté olympien. Et on va revenir sur l'actualité du club. Juste avant, vous connaissez le petit réflexe, le petit pouce bleu en bas de la vidéo. Super important pour le soutien de la chaîne et sa continuité. On va commencer par faire les petits pronos. Si vous souhaitez miser un petit quelque chose sur le match, profitez-en sur Unibet. Vous avez 10 € offerts sans dépôt qui vous sont accordés avec le lien qui est en description ou en commentaire épinglé. Tout simplement, on vous offre 10 € juste après l'inscription. Et vous avez aussi l'habituel bonus de bienvenue, c'est-à-dire votre premier pari, il est remboursé s'il est perdant en free bet jusqu'à 100 € de mise. Je m'adresse à ceux qui veulent, à la team parieur et jouer responsable, soyez raisonnable avec les jeux d'argent. Et ça s'adresse uniquement aux majeurs. Interdit de miser pour les moins de 18 ans. Alors regardez un petit peu comme c'est très ouvert au niveau des cotes. Le Sporting est donné favori à 2,12. Bon, moi je ne suis pas trop d'accord avec ça, on va en parler tout à l'heure. Même si c'est une belle équipe qui a l'expérience Ligue des Champions, qui joue bien au foot encore une fois, qui a notamment des atouts très importants sur le plan offensif, avec ce 4-2-3-1 et le quatuor d'attaque, qui est vraiment très en forme. Et l'OM à 2,90. La cote est très intéressante de notre côté, mais il y a aussi une autre formule que je vais appeler sécurité, c'est l'OM qui ne perd pas. Match nul ou victoire, parce que je vois un match serré, donc qui dit match serré, tout peut se passer, à 1,59. Autre chose, du point de vue des buteurs, quand je vois la cote de Aubameyang à 3,05, je trouve ça pas mal, et Péchao à 3,95, quasiment 4. Je ne mettrai pas Greenwood parce qu'il a une cote quand même bien plus basse que les deux autres, même si c'est un joueur qui est autant capable de marquer, qui est même le plus prolifique en ce moment. Et sinon, je vais vous proposer aussi deux autres cotes qui sont très élevées. Pourquoi pas tenter l'OM qui gagne avec un but d'écart. Voilà, ça va être encore une fois un duel qui ne va pas se jouer à grand chose, je pense, entre deux belles équipes. 4,50. 1-0 pour l'OM, 2-1, 3-2. Et si je devais partir sur un score exact par rapport aux cotes qui sont proposées, 1-0 pour l'OM à 12,80. C'est quand même une cote assez énormissime. La compo de l'OM que j'aimerais voir demain soir, De Zerbi a pas mal de choix sur l'aspect défensif, malgré l'absence de Medina. Je mets bien sûr Emerson à gauche. J'ai vu que De Zerbi lui a fait une séance vidéo de plus d'une heure avant-hier pour lui donner des conseils sur son rôle dans le camp adverse, parce qu'il a tendance à beaucoup se porter vers l'avant, à avoir un rôle un peu hybride, voire même à se réaxer par moment, dans une position de demi-intérieur au milieu de terrain. Il y a un petit peu du travail. On a en tête ce ballon qu'il a perdu, qui a coûté le premier but en début de match, parce que ça vient d'une erreur de lui. En premier lieu, même s'il a fait quand même un match plutôt correct, il n'y a pas de souci. Mais c'est bien que De Zerbi ait des échanges aussi avec ses joueurs d'un point de vue de la vidéo, parce que sa tactique, son jeu, ses consignes demandent beaucoup de séances vidéo, tout simplement. C'est tellement spécifique, c'est tellement unique, il y a tellement parfois de permutations à certains postes que les joueurs doivent bien assimiler tout ça. En défense centrale, je mets Aguerd aux côtés de Balerdi et donc ça décale Pavard côté droit. Je pense que c'est une bonne idée parce qu'on connaît le meilleur joueur du Sporting, c'est Gonzalez qui joue ailier gauche. Ça permettra à Pavard de le prendre plutôt en marquage individuel, du moins il sera dans sa zone. C'est vrai que Weah, voire Murillo, aurait pu mériter d'être titulaire. Après c'est la concurrence, mais la solution Weah déjà elle est à écarter. Parce qu'on ne peut pas jouer dans une défense à 4 avec Emerson à gauche, Weah à droite. C'est deux latéraux hyper offensifs. Et on sait que le coach veut absolument 3 défenseurs centraux en phase de possession. Donc il aurait pu mettre Murillo côté droit. Mais ça aurait sorti Balerdi du 11 de départ. J'ai hésité, parce que c'est vrai que Murillo a sa place dans le 11. Après, Balerdi est beaucoup moins dans le doute qu'en début de saison. À ses côtés, maintenant, il a deux joueurs importants, expérimentés, de grands talents comme Pavard et Aguerd. Donc j'ai envie d'y croire et de me dire qu'on va retrouver le grand Balerdi qu'on a eu la saison passée et surtout la période Jean-Louis Gasset. Après, s'il se manque, je choisirai dans les prochains matchs Aguerd, Pavard et Murillo ou Weah côté droit. Au milieu de terrain, je pense que ça fait aucun doute. Højbjerg aux côtés de Vermeuren qu'on devrait enfin retrouver. Pourquoi on ne l'a pas vu récemment? Tout simplement parce que le coach avait envie de donner du temps de jeu à Gomes pour le relancer. Bon, ça n'a pas été un pari gagnant parce qu'il est toujours dans le doute. Il n'est pas à son vrai niveau. Et O'Reilly en meneur de jeu qui a été moins bon ce week-end. Mais bon, ça arrive. Et je vois pas meilleure solution pour nous, honnêtement. Dans un milieu à 3, en triangle. Et offensivement, Péchao à gauche, qui est beaucoup moins timide au fur et à mesure des matchs. Il a beaucoup
Enfin, ça serait un grand mot de dire beaucoup, mais il a quand même pas mal percuté contre le Havre samedi, sans réussite. Mais il a apporté du danger. Greenwood à droite qui est sur un nuage et en pointe Aubameyang. Attention à la gestion d'Aubameyang hein, qui a joué 90 minutes contre le Havre. Est-ce qu'il sera prêt à jouer tout le match demain et contre Lens samedi? Ça m'étonnerait. Mais bon, c'est pas un souci parce que Vaz va nous entrer en cours de jeu. Il est peut-être même possible que Vaz soit titulaire contre Lens samedi. À voir. Suivant la fatigue d'Aubameyang, suivant l'entrée en jeu de Vaz demain. Mais on en reparlera dans l'avant-match contre Lens. Voilà. Concernant l'adversaire, le Sporting, qui a connu une victoire lors du premier match hein, contre Kairat, l'équipe la plus faible de la Ligue des Champions, 4-1 à domicile, et une défaite à Naples, 2-1. Ils ont joué aussi samedi soir un match de Coupe du Portugal, 120 minutes. Il y a eu prolongation et il y avait pas mal de joueurs titulaires. Hein. Quenda, Gonzalez et plein d'autres. Alors au niveau du mercato estival, ils ont perdu 2 joueurs importants. Surtout Gyökeres, l'avant-centre, qui est parti à Arsenal. Donc c'est vrai que c'est une grosse perte hein, pour eux. Et Conrad aussi, un joueur qui est parti du côté de Leipzig. Et en termes d'arrivée pour remplacer le fameux Gyökeres, ils ont misé sur 2 avant-centres avec quand même un montant de transfert dépensé important pour les deux, puisque l'attaquant qui vient du Panathinaikos, qui réussit pas trop hein, ses débuts là-bas, Ioannidis, acheté pour 22 millions d'euros, et Luis Suarez, pareil, qu'on connaît bien, hein, l'ancien Marseillais, acheté pour 22 millions d'euros. Ça veut dire que depuis son passage chez nous, bah, sa cote a évolué, il a plutôt bien réussi. Et celui qui a gagné sa place pour l'instant de titulaire en attaque, parce qu'il joue avec un avant-centre, c'est Luis Suarez, qui a marqué 7 buts déjà en ce début de saison. En termes d'arrivée, c'est pas tout. Il y a aussi le gardien Silva, qui est venu depuis cet été, le gardien titulaire hein, du Sporting. Et un latéral droit, Vadianidis, on ne sait pas s'il va être titulaire demain, il est en balance avec Fresneda. Le début de saison, en termes de résultats, il est bon de leur côté. Ils sont 2e de leur championnat, avec beaucoup de buts marqués, même si dans les gros matchs, il y a eu des défaites à Naples et contre Porto à domicile. La force de cette équipe, c'est clairement le quatuor offensif, avec Trincao en meneur de jeu, joueur très intelligent, qui a une grosse qualité de passe, qui voit avant les autres. Gonzalez à gauche, expérimenté, très décisif hein, en ce début de saison. Je crois qu'il est sur 5 buts et 3 passes D, qui connaît bien la Ligue des Champions. Et à droite, un joueur très rapide comme Quenda, qui va essayer d'apporter de la percussion dans les 1 contre 1. Donc attention à lui, notamment par sa faculté à prendre la profondeur. Il aura au duel Emerson, bien entendu au marquage dans sa zone. Et l'attaquant Suarez, qu'on connaît bien à l'OM, qui est en confiance. Au milieu de terrain, ils ont ce qu'on appelle un créateur reculé, Yugmang, un 6, une sentinelle qui touche beaucoup de ballons, qui aimante le jeu du Sporting, qui est propre hein, dans ses ressorties de balles. Donc il va falloir aussi essayer d'aller le presser, je pense à Vermeuren, ça devrait être son rôle demain, comme il l'a fait contre l'Ajax, pour empêcher des transmissions de sa part. Et défensivement, il y aura le retour de Diomandé, dans l'axe en principe. Donc j'en ai pas parlé, mais il n'y a pas de grosse absence du côté du Sporting pour demain soir, si ce n'est 2 blessures de très longue date. Hein. Il y a 2 joueurs qui se sont fait les croisés de leur côté. Au niveau des défenseurs centraux, notamment Inacio, ils sont loin d'être maladroits, balle au pied. C'est des bons relanceurs. Et encore une fois, le Sporting, c'est une équipe qui aime avoir le jeu en sa faveur, la possession. Demain, à domicile, ils auront la volonté de prendre le jeu à leur compte. Par contre, il y a un aspect aussi important, c'est pas une équipe qui va harceler, qui va presser de manière très importante. Donc, qui aura le plus la possession demain? J'en sais rien. Ça va être une bataille de ce côté-là. Après, hein, j'ai pas envie de dire qu'ils sont obligés de gagner parce qu'ils affrontent une belle équipe, l'OM. Ils savent très bien qu'on est très en forme, qu'on est leader du championnat. Donc ils vont avoir une certaine crainte avant de nous recevoir. À la base, j'aurais dit qu'on était favori. Mais avec réflexion, bon allez, on est quand même légèrement favori. Non, on peut pas dire c'est du 50-50, même si je tiens à nuancer mes propos parce que le Sporting collectivement, à domicile, en Ligue des Champions, c'est toujours des équipes dures à battre. Alors on l'a fait, c'est vrai, il y a 2 ans avec Tudor. D'ailleurs, c'était un très beau souvenir. C'était mérité la victoire là-bas avec un superbe Harit. Et il faudra avoir la même idée, c'est-à-dire imposer notre jeu chez eux. On ne doit pas avoir peur, on ne doit pas avoir de complexe. On est vraiment sur des vrais fondamentaux en ce moment. Ils ont dû beaucoup nous analyser dans le jeu. Et encore une fois, c'est plutôt à eux d'avoir une certaine crainte. En ce début de saison, ils ont perdu des matchs importants. Donc jouons vraiment comme on sait le faire. Et à noter aussi qu'au niveau de la confiance en Coupe d'Europe, le Sporting, sur les 8 derniers matchs, c'est une victoire seulement.
une victoire en 8 matchs européens. Donc ça, c'est des indicateurs plutôt intéressants à prendre de notre côté. Donc je vois un duel serré, les amis. Mais si je devais miser un petit quelque chose, je vois plutôt l'OM s'imposer plutôt que l'inverse en étant objectif. On va passer à l'actu du club maintenant, comme d'habitude, hein, pendant les avant-matchs. Je reviens sur tout ce qui s'est passé pendant les jours précédents. La blessure de Gouiri, on est au courant. Il va être environ absent 3 mois, même si ça peut être minimum 3 mois. Il peut revenir début février, j'espère au plus tard. Ou qui sait, peut-être un petit peu avant. Et ça serait génial qu'il soit là début janvier par exemple. On n'aura pas Aubameyang qui sera à la Coupe d'Afrique. Je vais prendre comme exemple Bellingham, qui a connu une opération à l'épaule cet été. Il est revenu avec le Real au bout de 2 mois pile. Donc ça ressemble au cas Gouiri, typiquement. Après, il ne faut pas prendre des risques insensés. Le but d'avoir opté pour une opération, c'est justement pour qu'il soit à 300% pour la suite de sa saison et aussi pour la suite de sa carrière. Parce que le joueur, je pense, a préféré l'opération. Et si on me dit oui, mais il aurait pu la faire cet été après le mondial, tout ça, c'est jamais très bon, très positif de retarder une opération. Après, c'est sûr que ça arrive à un très mauvais moment pour l'OM et pour lui. Pour lui, parce que Vaz est en pleine bourre et il pourra montrer de plus en plus ses qualités et voire prouver qu'il peut être titulaire chez nous. Qui sait, dans quelques mois, on lui souhaite. Et aussi pour l'OM, parce qu'on va enchaîner les matchs en l'espace de 2 mois. Il y aura beaucoup de rencontres tous les 3 jours. Donc au niveau de la profondeur de banc et des solutions en attaque, là on a perdu quand même quelqu'un d'assez important et aussi unique par rapport à son style de jeu de 9,5. Maintenant, quelle solution en pointe on pourrait avoir, mis à part Aubameyang et Vaz? Il y a le Kawaya, qui est formé comme avant-centre. Pourquoi pas aussi Ahmed Traoré, qui a certaines qualités qui peuvent nous faire penser qu'il est capable de dépanner comme avant-centre, si jamais il y a une panne de solution, s'il y a d'autres blessures. Voilà, parce que ça reste un ailier, voire un numéro 10 de base. Et d'ailleurs, ça sera le concurrent à O'Reilly, je pense, dans les semaines à venir, quand il reviendra dans le groupe. Maintenant, on a su que Mopé, ça sera niet. Il ne reviendra pas. De Zerbi ne compte pas sur lui. Information de l'équipe que ça n'a pas d'impact, la blessure de Gouiri. Et que, justement, aussi, De Zerbi a essayé de le vendre de lui-même à Sassuolo. Il a fait parler son réseau à la fin du mercato pour à tout prix trouver une solution pour Mopé. Bon, c'est un joueur qui à la base est apprécié par le coach, surtout par rapport à sa mentalité. Mais c'est le foot pro, il n'y a pas de cadeau. Et c'est vrai qu'avec l'arrivée d'Aubameyang, Mopé cet été, il n'y avait pas un gros intérêt de le garder. Et aussi avec l'éclosion de Vaz. Justement, j'en parle parce que Vaz a marqué des points lors du stage estival aux Pays-Bas. Il a prouvé au staff, justement après le match du Havre, De Zerbi en a parlé, j'invente rien. Pour le coach, il n'est pas question de transfert ni de joker. Vaz est prêt et mérite du temps de jeu. C'est une option crédible. Donc ça, c'est aussi un message pour le mercato à venir. Même si je sais qu'on se posait la question, est-ce qu'on a le droit à un joker? Mais je pense que le coach, il a en ligne de mire avec sa déclaration le mercato au mois de janvier, où il faudra aller très vite, parce que la CAN, elle se termine le 11 janvier à peu près, et Aubameyang sera de retour. Si on veut prendre un avant-centre, on ne peut pas le faire fin décembre. Donc voilà, c'est quand même une déclaration qui fait penser que c'est très loin d'être probable que l'OM prenne un avant-centre lors du mercato cet hiver. Je viens d'en parler, Vaz a laissé une excellente impression au staff cet été et qu'il a pris le joueur comme exemple pour montrer aux autres à quel point il est investi alors que c'est un jeune joueur, que ce soit à l'entraînement et en match. Et d'ailleurs, on l'a vu lors du reportage de l'OM l'an passé sur le site du club, qu'après une défaite, il a dit à Ismaël Koné, regarde le petit Vaz quand il est rentré là, en fin de match. L'impact qu'il a eu sur la pelouse, son envie, sa détermination. Donc c'est des infos crédibles. Et l'OM a d'ailleurs bloqué le fait que Vaz aille à la Coupe du Monde U20. Ils ont refusé et ils lui ont garanti en retour qu'il aurait du temps de jeu à l'OM. Donc ça c'est tout bénef pour le club, sincèrement. Et en effet, on l'a vu titulaire à Metz, on a été surpris. Et il est rentré pendant 30 minutes, 25 minutes plutôt samedi. Voilà. Bon, outre Vaz, on va pas revenir sur tout ce qu'il est en train de montrer en ce moment. N'oublions pas Bakola aussi, qui a fait une belle entrée contre le Havre. Même si le coach a dit qu'il n'est pas encore prêt pour être titulaire, mais il aura du temps de jeu à certains moments de la saison. Mais il lui a adressé un message en lui disant, via la presse, qu'il doit encore faire plus. Voilà. Peut-être à l'entraînement, dans l'exigence au quotidien. C'est un très jeune joueur en même temps. Il est même encore plus jeune, je crois, que Vaz. Oui. Donc grosse marge de progression. Et n'oublions pas Nadir aussi, qui a été décisif ce week-end.
qu'on va voir, parce que je parlais de Ahmed Traoré, de O'Reilly en meneur de jeu. Il y a aussi la solution Nadir qu'on a tendance à oublier. Alors, concernant d'autres déclarations du coach que j'ai trouvé intéressantes à relayer, c'est sur le cas Greenwood. Il a salué son comportement depuis qu'il est arrivé à l'OM. Au niveau du vestiaire, par rapport au fait aussi, un exemple, qu'il n'est jamais en retard à l'entraînement. Par contre, il a dit que sur le terrain, il doit parfois faire plus d'efforts défensifs. En fait, il le fait, mais de manière irrégulière. On a en tête cette première mi-temps contre le Havre, où il était en dedans, où sur le but, il est un peu concerné. Il se replie, mais pas à 300%, alors que le joueur Keshta est dans la surface olympienne, donc il y avait gros danger. Il y a des moments où Greenwood fait les efforts, et au diapason du collectif, il y a d'autres matchs ou d'autres périodes dans un match où c'est vrai, il traîne un peu la patte. Ça, c'est clair. Après, c'est pas facile, hein. Il y a certains joueurs comme ça, dans le jeu sans ballon, ils vont pas faire les efforts à 300%. Je peux prendre les plus grands, comme Messi, comme Mbappé. Donc, pour que De Zerbi arrive à faire de lui un mec qui toujours donne pour l'équipe, c'est pas simple. Mais après, d'un autre côté, ça l'économise quelque part. Dans l'aspect offensif, dans les 30 derniers mètres, pour être beaucoup plus efficace, beaucoup plus tueur et beaucoup plus frais physiquement. Il faut aussi voir les choses comme ça, même si je sais que dans le foot moderne, il faut attaquer à 11 et surtout, défendre à 11. Une statistique intéressante et qui fait plaisir, on n'a jamais autant marqué de buts depuis 1990 après 8 journées. Bon, à égalité avec la saison Bielsa et la saison dernière. Donc ça prouve que l'OM, bien sûr, est un rouleau compresseur. Mais on peut dire aussi qu'on est plus fort que la saison passée de ce côté-là. De Zerbi a confié aussi en interne qu'il était très heureux en ce moment et que même c'était la période de sa carrière d'entraîneur où il était le plus heureux. Ça démontre à quel point coacher l'OM pour lui c'est plus qu'un défi, c'est vraiment un événement dans sa carrière où il a envie de réussir plus qu'ailleurs. Ça va mieux aussi parce qu'avec le groupe de cette saison il se reconnaît beaucoup plus dans sa mentalité, dans sa grinta. Il est encore plus à l'écoute, hein, le groupe de cette saison. L'an passé, il y a eu quelques accrochages, il y a eu quelques accros après certaines défaites, quand ça allait moins bien. Il y avait aussi certains joueurs qui n'avaient pas le niveau, hein, comme Merlin, comme Koné, comme Wai et quelques autres, hein, qui étaient un peu trop justes. Je vais les citer, Rongier, Luis Enrique aussi, c'était un peu un feu de paille, avec réflexion. D'ailleurs, j'ai oublié de parler de Murillo tout à l'heure dans ma compo. Je voulais faire une aparté et dire à quel point il a progressé sur l'aspect offensif, Murillo. C'est quelqu'un, et Benassia l'avait dit en vidéo il n'y a pas longtemps, qui comprend vite les consignes. Et c'est vrai que c'est impressionnant. Dans son rôle de dédoublement, dans ses montées, dans son positionnement, il est très intelligent, il joue juste. Donc c'est vrai que Murillo, chapeau. Je reviens à ce que je disais par rapport à De Zerbi et la cohésion avec le groupe. L'OM est vraiment dans une union totale au niveau de la direction, du staff et avec les joueurs également. Donc il y a beaucoup d'ingrédients qui font qu'on peut faire une grande saison. Voilà, c'est pas que des mots. Et j'espère que De Zerbi va connaître sa meilleure saison comme entraîneur à l'Olympique de Marseille. Et que ce ne sera pas qu'une période avec, qui sait, une grande fête au mois de mai sur le Vieux-Port. Je vais aussi mettre en avant la banderole de la vieille garde au virage sud contre le Havre, avec comme message, De Zerbi, tu es un des nôtres. Alors, c'est logique, De Zerbi correspond totalement à la mentalité du club, de la ville. Il a tout compris de Marseille, comme on dit, et il y a aussi des signes qui ne trompent pas. Par exemple, quand il y a des problèmes en tribune à l'extérieur, il n'hésite pas à aller défendre nos supporters comme à Le Havre au mois de mai, à Metz il y a 15 jours. C'est quelqu'un vraiment qui prend en compte, un petit peu comme Bielsa il y a 10 ans, le public marseillais comme priorité. Voilà, c'est la raison principale de sa venue. Et outre ses qualités de coach, bien entendu. Ensuite les gars, est-ce que l'OM doit jouer le titre cette saison? Bon. Je vais m'exprimer rapidement là-dessus, même si je ne vais pas le faire à tous les matchs, parce que faut pas mettre non plus une pression négative aux joueurs. Faut pas qu'ils se disent, on a l'obligation d'être champion. Le favori, c'est le PSG, pour les raisons que vous connaissez. Notre objectif, c'est le podium au minimum, mais il n'est pas interdit de jouer le titre pendant quelques temps. Après, si on le fait toute la saison, c'est merveilleux. C'est déjà un petit exploit. Mais vous savez, le foot fait que parfois, il y a l'équipe qui est favorite, qui est moins bien. Pour des raisons de blessure, pour des raisons aussi qu'ils ont peut-être surperformé fut un temps, même si je dis pas ça du PSG non plus, parce que l'an passé, c'était une grosse équipe, et d'ailleurs, en ce début de saison, ils ont fait quand même quelques gros matchs aussi, faut le reconnaître. C'est vrai que de notre côté, si on continue à gagner les matchs les uns après les autres, il y aura encore plus de motivation au sein du groupe. Les joueurs vont avoir un défi rêvé, pourquoi pas d'aller faire un exploit, parce qu'être champion, ça serait un petit exploit, c'est clair et net.
Par contre, il y a certains médias et certaines personnes qui profitent du fait qu'on soit premier pour essayer de nous mettre la pression. Ouais, l'OM, ça y est, vous devez être champion, jouer le titre jusqu'à la fin. C'est un peu malsain en fait, vous m'avez compris. Et vous savez, en tant que supporter de l'OM, on sait très bien que tout peut aller vite, tout peut changer. C'est un club où c'est les montagnes russes, il suffit d'un ou deux mauvais résultats pour qu'on retombe sur terre et que nous-mêmes, les supporters, on devienne négatifs. Voilà. Mais ça, on le sait, le coach De Zerbi, encore une fois, il sait où il a mis les pieds. Et ça va être important aussi le message qu'il va donner à son groupe au fil de la saison si on a la chance, si on a le bonheur de serrer le PSG pendant plusieurs mois. Parce que c'est vrai qu'il faudra avoir la tête froide au sein du vestiaire, rester focus match après match, parce que tu auras des images plein la tête, tu auras une ambiance encore plus incroyable au Vélodrome au fil du temps, et dans la ville, laisse tomber, hein, les mecs ils vont plus pouvoir respirer. Si on a cet objectif, parce que ça pourra devenir un objectif, si on n'est pas loin du PSG, au mois de février, mars par exemple, évidemment. Le championnat, il est un peu plus raccourci, hein, il y a 34 journées. Là, on est déjà au quart, hein, on est déjà à 25%. Voilà, la petite aparté. L'OM doit être sur le podium. Mais s'il y a moyen de gratter un peu plus et de rêver de jouer le titre pendant un petit moment, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que si Paris est moins bien, ou perd des points du moins, parce qu'on va pas dire qu'ils sont moins bien, mais ils perdent des points. Pour des raisons X ou Y, c'est le cas. Une victoire en 4 matchs. Et que nous, on est régulier, eh ben on sera là, tout simplement. On verra bien la team. En tout cas, franchement, si on gagne demain au Sporting, 6 victoires d'affilée, je vous dis pas la joie que j'aurai. Là, je serai vraiment sur un nuage. Demain, c'est un gros test. Bon, ce sera le cas aussi à Lens, hein, ce week-end. Mais c'est la Ligue des Champions demain. Si on a 2 victoires en 3 matchs, franchement, la place de barragiste, le top 24, bah, ça commence très très bien, honnêtement. On sait le nombre de points qu'on doit avoir, hein, pour être top 24. À nous de jouer sans complexe, encore une fois, d'imposer notre jeu. Je pense que la crainte doit venir davantage du Sporting que de notre côté. Même si c'est un club qui est habitué un peu plus que nous à la Ligue des Champions depuis 20 ans, qui sera à domicile. Ils savent qu'en face, il y a Pavard, il y a Aguerd, il y a Aubameyang, il y a Peshao, il y a Mason Greenwood, il y a Emerson. Et ça, c'est pas rien. Forza l'OM, la vidéo a été plus courte que d'habitude parce que je suis malade, les gars. Mais je serai là demain, quoi qu'il arrive. Ça ira mieux demain soir. Ça va, je m'en suis sorti. Donc, je compte sur vous. Encore plus pour mettre un petit pouce en bas de la vidéo. Et aussi, encore une fois, la team parieur, ceux qui s'intéressent, profitez de l'offre de bienvenue en description. Vous avez 10 € offerts sans dépôt avec Unibet pour mettre un petit pari pour demain soir, si ça vous intéresse, pour la team parieur uniquement. Pour les majeurs aussi, je précise, interdit pour les mineurs de parier encore une fois. Rendez-vous demain pour le match qu'on va vivre ensemble, en espérant une grande performance de nos Olympiens. Allez l'OM!